Puis j'aimerais également souligner tous les autres groupes bénévoles qui organisent de diverses activités ou qui offrent de leur temps. Je pense au frigo solidaire, aux gens qui donnent leur temps pour aller remplir ce frigo-là, aux membres du Cochonnet qui organisent qui ont leur club de cartes puis qui font jouer et divertir nos personnes. Il y a le groupe de Scrabble, puis j'en passe. Il y a Vie Active effectivement aussi. Puis au nom de la municipalité, bien merci de votre précieux temps offert avec cœur et générosité dans notre communauté. Donc, prochain point, on irait au budget et taxation. Donc, pour 2026, on va commencer avec les revenus. Donc, en 2025, nous avions un budget de 5 291 680. Nous passons en 2026 à 5 533 169. Donc, si on y va en pointe de tarte, ce qui fait 61 pour la taxe foncière, 12 taxes de service, 13 autres revenus et 14 de subventions, ce qui fait une augmentation de 4,56 total. Le taux de taxation 2026, dans le fond, versus 2025, pour le fonctionnement en chiffres, en 2025, c'était 0,254 sous et on va être à 0,302 sous du 100 $. La Sûreté du Québec, donc la Sûreté du Québec en 2025, on était à 0,057. On a une petite baisse à 0,055. C'est rare, mais cette année, il y a eu un petit crédit du côté de la Sûreté du Québec. Environnement, 0,009 et présentement 0,016. Je tiens à spécifier que vous allez voir qu'il y a des marges des fois, qu'il y a une bonne petite différence, mais c'est qu'on a fait des ajustements dans nos comptes. Il y a des places que c'était plus à un autre côté, mais on les a ramenés dans les bons départements. Réseau routier, 2025, 0,213, on va à 0,162 du 100. Vous voyez la différence. La MRC de Portneuf, ça c'est la quote-part, donc c'est la même quote-part, ça n'a pas bougé. Incendie et sécurité civile, 2025, 0,059 sous, on passe à 0,072. Et le déneigement en 2025, qui était de 0,165, on est à 0,163. Donc, 2025, taxe foncière, 3 258 933. En 2026, 3 346 561, un écart de 87 628 pour 2,69 %. Donc, cette hausse se justifie par l'augmentation du taux de taxe foncière globale de 1 %, ainsi par l'ajustement du rôle d'évaluation en cours d'année 2025. Donc, le taux global 2026 sera de 0,814 sous du 100 d'évaluation. Si on regarde les taxes de service, donc les taxes de service en 2025, c'était au total de 703 035. 2026, 677 034. Donc, une petite diminution de 3,70 %, qui est 26 000 $. Grâce au financement permanent des travaux du réseau d'aqueduc, le silo, la taxe d'aqueduc a été réduite puisque le taux d'intérêt prévu pour 2026 est de 2,85 plutôt que l'estimation de 4 %. Concernant la hausse de taxes d'égout, celle-ci a augmenté à cause de la nouvelle réserve qui a été créée pour les entretiens obligatoires aux 5 ans, que je vous ai parlé tout à l'heure lors des vidanges des bouts d'étang. Les taxes pour les différentes sortes de vidanges de fosses septiques sont calculées à partir des quotes-parts à payer à la Régie verte. Et une meilleure répartition a été faite au niveau des taxes d'ordures afin d'avoir des taux distincts pour les résidents et les commerces. Donc, ça se détermine comme ci. L'aqueduc en 2025, ça vous coûtait 400 $ pour ceux qui sont sur le réseau urbain. Ça va être maintenant, cette année, à 380. Pour les services d'égout, 2025, 293 $, on passe à 320.
Les fosses septiques résidentielles, ça vous coûtait 160, on baisse à 120 $. Les fosses septiques chalets, 80 $ et 60 $ pour cette année. Fosses septiques commerciales, qui était à 160 $, il y a une baisse à 140. Fosses septiques rétention, qui était à 173, il y a une petite hausse de 2 $, 175. Autres fosses septiques saisonnières, eux, ça restait pareil, le même montant, 300 $. Fosses septiques industrielles, même chose aussi, 200. Côté ordures résidentielles, donc une petite hausse là, 181 $ en 2025, on est maintenant à 185 $ en 2026. Pour les chalets, les ordures, 151 $ en 2025, 165 en 2026. Ordures commerciales, 181, on y va à 220. Et ordures à la tonne, 213,89 en 2025. Et on fait une petite baisse à 207,76 la tonne en 2026. Pour les autres revenus, nous pouvons constater une hausse significative des autres revenus pour 2026. En voici l'explication. Ajustement des revenus divers. On a eu des mutations, permis, location de salle, imposition de droits de carrière et autres, selon les revenus des 3 dernières années. Ajout d'un revenu concernant le programme de financement pour le changement d'installation septique pour ceux qui ont effectué le changement en 2025. Il sera financé en mars 2026 pour 134 000 $. Une facture complémentaire sera transmise au propriétaire concerné une fois que le financement permanent sera effectué. Donc, l'écart à 2025, on le voit ici, de 181 000 $ pour 34,19 %. Pour les subventions et affectations, en 2025, 798 277. Pour 2026, 796 460. Un petit écart de moins 1817. Donc, dans cette section, vous y trouverez les subventions à demander en 2026, à recevoir pour des dépenses déjà effectuées pour pallier au paiement des règlements d'emprunt et déjà confirmées pour des dépenses de 2026. Donc, en 2026, un montant de 110 000 provenant du fonds non affecté a été inscrit au budget afin de financer certains projets soumis lors de l'élaboration budgétaire et ou de pallier d'éventuelles réponses négatives aux demandes de subventions en cours d'année. On serait rendu à la pause, mais je crois que, vu qu'on a commencé un petit peu plus tard, ça va très bien, on peut continuer. Donc, partie dépenses. 2025, encore, je parlais tantôt, 5 291 versus 5 533,69. Si on regarde encore la partie, ce que ça représente, dans le fond, on a une augmentation de 4,56 % total, ce qui fait que l'administration, on aurait 15 %, sécurité publique 9 %, voirie et transport 30 % du budget, hygiène du milieu 12 %, urbanisme et environnement, on a 3 % du budget, loisirs et développement représente 14 %, les financements pour 15 % et immobilisation 2 %. Pour le côté administratif, les dépenses en lien avec l'administration sont séparées en 5 sous-sections. Nous avons le conseil municipal au montant de 127 056, l'administration générale pour 485 219, la greffe pour 31 309, les évaluations foncières 72 675 et l'hôtel de ville 99 365, totalisant des dépenses de 815 624. En 2025, nous retrouvions les dépenses pour l'élection générale qui n'a pas été transférée en 2026, ce qui explique la diminution du budget pour l'administration. Certains comptes de dépenses ont été ajustés selon les nouveaux contrats, TELUS ou la moyenne des 3 dernières années avec Hydro-Québec. Un budget pour la numérisation et la création d'un calendrier de conservation a été budgété et le retrait de la quote-part du CMPOP puisque ça a été transféré et ça a été terminé. Les cours d'eau et environnement. En 25, ça a coûté 35 396. En 2026, 47 552. Ça fait qu'il y a une augmentation de 34,34 % de 12 000 $.
La libération des aides financières 2026, il y a 38 000 comparatifs à 25 000 en 2025. Le lac Blanc, 14 500. Le montant demandé, 21 500. Le lac Émeraude, 5 750. Le montant demandé, 5 750. Le lac Perrot, 3 000. Le montant demandé, 3 000. Le lac Sainte-Anne, 10 000. Le montant demandé, 10 000. Qu'est-ce qui n'est pas admissible? C'est les travaux concernant des infrastructures routières et les achats d'équipements. Ce n'est pas admissible pour la demande de subvention. Donc, il reste un petit montant que vous voyez là, dans le budget qui est encore là. Fait que si vous avez d'autres projets, ceux des lacs, qui peuvent embarquer, mais vous pouvez le demander au courant de l'année. Je crois qu'il y a un montant disponible encore de 7 000 Côté urbanisme, Adriana? Urbanisme, en 2025, on a eu une dépense de 123 000 en dessous. En 2026, c'est 106 932 pour un écart de 13 on a eu une diminution de dépenses d'honoraires professionnels. Lorsque vous prévoyez des travaux, n'oubliez pas de vous garder un certain délai pour l'émission d'un permis municipal cette année. L'urbanisme a un délai légal de 30 jours pour l'émission d'un permis. Puis si vous avez des projets planifiés pour 2026, il est désormais le temps d'effectuer votre demande de permis car advenant le besoin d'une dérogation mineure ou la modification à la réglementation, le traitement de votre dossier pourrait s'étendre de 60 à 120 jours. Donc, pour plus d'informations, consultez notre site internet. Puis, c'est ça. Charlie? En santé bien-être, c'était pour votre santé de fermer ce fameux bruit pour les oreilles. En 2025, concernant la santé bien-être, le budget était de 15 718. En 2026, on prévoit un budget de 15 806, une augmentation de 88 $. Ce budget comprend la quote-part de la MRC, il y a le budget de l'OMH, ainsi que le budget pour la politique familiale et aînée. Donc, au niveau de la répartition de ce montant-là, la quote-part représente environ 3 806 $. L'OMH, des dépenses pour 10 000 $. La politique familiale, on a réservé un montant de 2 000 $. Dans le fond, c'est un comité de suivi qui va être créé concernant la politique familiale. Et concernant l'OMHGP, ce que je voulais dire, c'est je pense qu'ils ont déjà commencé les travaux au HLM, donc au domaine Marcel Cossette. Donc, qui se refait une beauté cette année. Fait que je voulais juste souligner ça. Puis, ce qu'on me dit, c'est que Donc, cette année, en 2025, on a travaillé avec un comité de citoyens à la rédaction de la nouvelle politique qui remplace celle élaborée en 2013. Une politique familiale et des aînés, ça a pour mission d'assurer l'amélioration constante et continue de la qualité des services municipaux pour les familles et les aînés, en rassemblant les objectifs et actions que la municipalité de Saint-Hubal désire mettre en œuvre pour maintenir et développer un milieu de vie attractif et inclusif répondant aux besoins des enfants, des familles, des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Les objectifs visés par la politique, donc les objectifs généraux, on a poursuivre et maintenir le réflexe penser et agir famille aînée au sein de l'organisation municipale, servir de cadre de référence pour guider l'action municipale visant l'amélioration de la qualité de vie des familles et des aînés,
Prioriser les actions qui répondent aux enjeux identifiés et d'en planifier la réalisation en fonction des ressources disponibles. Soutenir les familles et les aînés pour leur offrir les ressources nécessaires à leur épanouissement. Favoriser les relations intergénérationnelles et promouvoir la participation active des aînés dans notre milieu. Favoriser la participation active de tous et se mobiliser pour que les enjeux qui impactent notre milieu soient au cœur des priorités de nos élus. Si on se fie, concernant le sondage, donc la base de cette politique-là, sur une population, la population de Saint-Hubert est de 1456 au moment où on y a travaillé. Le questionnaire a été il y a 850 questionnaires qui ont été envoyés et on a reçu 129 réponses. Donc, un taux de participation d'environ 15,18 %. On peut dire qu'au niveau de ce sondage-là, 63 % des répondants étaient âgés de 65 ans et plus. C'est sûr que la population de la municipalité de Saint-Hubert est une population qui est vieillissante. On s'attendait à avoir un peu plus de réponses de ce côté-là. Donc, on a un 37 % des autres groupes d'âge qui y ont répondu. Comme principe directeur à cette politique-là, on a placé les familles et les aînés au cœur des décisions municipales afin d'améliorer les conditions de vie, la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les générations, reconnaître la contribution des personnes aînées, favoriser leur autonomie, leur sécurité et leur pleine participation à la vie communautaire, assurer des services municipaux accessibles pour les familles et les aînés. Ce qu'on a fait, c'est on s'est basé sur, je peux dire, sur 7 axes d'intervention. Donc, il y a le premier axe, c'est l'organisation municipale, communication et promotion. De chacune de ces axes-là, vous allez voir un peu plus loin, on va vous donner des exemples d'actions qui ont été identifiées par le comité et par les citoyens via le questionnaire. Le deuxième axe, c'est environnement, qualité de vie et mise en valeur du territoire. Il y a infrastructure et habitation, loisirs, sport, culture, vie communautaire et accueil des nouveaux arrivants, santé, sécurité et transport, et finalement, éducation et services de garde. Donc, ce qui est ressorti de chacune de ces axes-là, on vous en donne quelques exemples. Donc, je vais laisser Louise commencer les 2 premiers axes. La première, c'est l'organisme municipal, communautaire et promotion. Un exemple d'action. Nommer des responsables, élus, agents, répondants municipaux et mettre en place des comités de suivi et consultatifs pour les familles et les aînés. Maintenir et renforcer la collaboration avec l'école, les organismes, les communautaires et les tables de concertation locales et régionales. Multiplier les consultations publiques, sondages, cafés-rencontres et mécanismes pour recueillir les suggestions des familles et des aînés. Bonifier les outils de communication, transparence, diffusion des conseils, des séances du conseil, informations accessibles, attrayantes et à jour, papier et numérique. Valoriser l'achat local, les services et les activités municipales via les médias sociaux, un panneau lumineux qu'on a déjà, un bottin à jour et un site Internet amélioré. Puis pour l'environnement puis les quais et mise en valeur du territoire. Protéger les plans d'eau, réduire la pollution lumineuse des jets, promouvoir l'économie de l'eau et du recyclage, les pratiques éco-responsables et la sensibilisation des citoyens, améliorer l'image du village créé par un comité d'embellissement, aménager des espaces verts, floraux et conviviaux et mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et la culture locale. Aménager des espaces sécuritaires pour les cyclistes et les marcheurs, ajouter un mobile urbain, développer des milieux de rencontre et favoriser les déplacements actifs. Développer des activités, infrastructures et services
Pour les familles et les aînés, club de marche, vie active, jardin communautaire, ateliers, des équipements adaptés, la forêt nourricière. Encourager le bénévole et le partenariat avec l'école, les organismes, les initiatives communautaires, les services de proximité et la vitalité économique locale. On a de bels exemples d'actions. Informer et promouvoir les programmes de rénovation, d'adaptation, des crédits de taxes et soutenir les projets de logement abordables, intergénérationnels et adaptés aux aînés. Mettre en valeur les projets résidentiels disponibles et les opportunités d'établissement via le site internet municipal et d'autres outils de promotion ciblés. Bonifier les parcs, améliorer l'accès aux installations sportives, ouvrir de nouveaux espaces d'entraînement et développer des infrastructures adaptées à tous les âges. Promouvoir les attraits récréotouristiques comme la route bleue, parc naturel régional, des haltes et points de vue. Enrichir l'offre et la documentation touristique. Créer des instances culturelles, développer des parcours historiques et installer des panneaux d'interprétation pour valoriser l'histoire de Saint-Ubalde. L'axe numéro 4, loisirs, sport et culture. D'autres exemples d'action, développer une programmation variée de loisirs sportifs, culturels, éducatifs pour toutes les clientèles, de tout petits aux aînés. Adapter les horaires et l'infrastructure afin de faciliter la participation des familles et proposer des activités parallèles pour parents et enfants. Favoriser les rencontres, événements, projets intergénérationnels en collaboration avec les organismes communautaires et les municipalités voisines. Aussi, améliorer et développer des infrastructures de loisirs, de mobilité active et de sécurité adaptées aux familles, aux cyclistes, aux marcheurs et aux enfants. Et dernier point, mettre en valeur les activités de plein air comme vélo, marche, ski de fond, parcours santé, patinoire et promouvoir des pratiques favorisant la santé et le bien-être. L'axe numéro 6, c'est le santé, sécurité et transport. Les exemples d'action. OK. Je vais faire le 6, après ça, je fais le 5. Oui, c'est ça, exactement. Amélioration du déneigement, d'éclairage et de la signalisation, implanter des mesures de réduction de vitesse, notamment près de l'école et dans le secteur achalandé. Développer des trottoirs ou solutions équivalentes et en collaboration avec la réflexion du boulevard Chabot pour assurer les déplacements sécuritaires. Renforcer la présence policière et sensibiliser les usagers de la route, conducteurs et piétons, à la sécurité routière. Promouvoir les services existants pour les aînés, incluant le service de transport, la navette or, et en améliorant la visibilité. Consolider l'offre locale de services de santé et promouvoir les saines habitudes par des chroniques, ateliers et conférences. Fait qu'on va faire le 5. La vie communautaire et accueil des nouveaux arrivants. Mettre en place une stratégie d'accueil pour les nouveaux arrivants et les nouveaux-nés afin de favoriser l'intégration et le sentiment d'appartenance. Valoriser, reconnaître et promouvoir le bénévolat tout en encourageant l'implication des citoyens dès le jeune âge. Développer des activités favorisant les échanges entre les jeunes et les aînés,
le partage et des connaissances et de solidarité intergénérationnelle. Soutenir l'entrepreneuriat jeunesse, promouvoir des emplois locaux et faire découvrir les entreprises de Saint-Hubal aux jeunes. Diffuser l'information sur les services offerts, les actions municipales et mettre en place des réseaux d'entraide et des lieux de rencontre communautaires. Et pour terminer, le 7e axe et le dernier, il y a éducation et services de garde. Il y a favoriser l'implantation des services de garde variés, soutenir le CPE, les petites pousses ici, et augmenter le nombre de places disponibles pour répondre aux besoins des familles. On sait que plus ou moins, il y a une vingtaine d'enfants qui sont en attente d'avoir des places en garderie. Donc, on veut offrir aussi des services de garde de dépannage atypiques ou temporaires, incluant des haltes garderies lors d'événements communautaires. On veut renforcer la collaboration entre l'école, la municipalité et les organismes pour coordonner les activités et informer les familles. On veut souligner la persévérance et la réussite scolaire, promouvoir l'éducation des adultes et offrir des formations adaptées aux jeunes et aux familles. On veut organiser des activités et des événements en mettant en valeur la réalisation des enfants et favorisant leur implication dans la vie communautaire. Pour terminer, le renouvellement du plan d'action de la politique familiale et des aînés a été rendu possible grâce à une magnifique collaboration des gens du milieu impliqués et dynamiques qui veulent que Saint-Hubal soit un milieu de vie agréable pour tous. Merci pour votre précieuse implication à la concrétisation du plan d'action. Nous tenons à vous présenter les membres du comité de travail qui ont participé à cette réalisation. Madame Marie-France Delisle, Monsieur Régent Denis, Madame Rachel Leblanc, Madame Oriana Morales, Madame Marie-Pierre Vézina, Madame Chantal Lévesque, Monsieur Jacques Véréden, Madame Lina Pajot, Madame Jacinthe Drolet, Monsieur Paquin, Daniel Paquin, ainsi que Joanie Paquet. Nous souhaitons également mettre en lumière le travail et la grande... Ah ben là, je ne vous dirai pas la balance. Ce que je veux dire en finissant sur la politique familiale, c'est qu'il va y avoir un comité de suivi. Ce comité-là, vu qu'une politique familiale habituellement dure 5 ans, donc 2026, je pourrais dire 2026, 2030 environ, donc il va y avoir ce comité-là qui va être mis sur place, puis qui va mettre à l'ordre probablement la municipalité sur les actions qui veulent qu'elles soient réalisées d'année en année. Il faut s'entendre que ce qu'on vous a donné, c'est des exemples d'actions. Il y en a beaucoup plus que ça au niveau de la politique que vous avez chacun vous allez voir. La municipalité s'engage, en tout cas, à en réaliser le plus possible dans les 5 prochaines années. Donc, moi, ça encourage beaucoup de savoir que cette politique-là, dans le fond, c'est la voix des citoyens. On peut changer de diapo. Pour moi, la politique familiale, c'est fini. Merci. Concernant le développement et le loisir, on est toujours dans les dépenses. En 2025, on avait un budget de 764 527 de dépenses. Ce qui est prévu en 2026, c'est 791 718 pour une augmentation de 27 191. Au niveau du développement, diminution du budget de 6 076, moins 8,11 qui s'explique par l'ajustement de la répartition du salaire de Joanie, qui est en congé de maternité, qui ne sera pas utilisé en 2026, et une augmentation du budget pour l'embellissement de la municipalité. Concernant la salle paroissiale, ajustement des différents comptes, ce qui fait une diminution du budget de 8 962, soit moins 22,61 %. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour rassurer tout le monde, il va y avoir amélioration de la porte d'accès qui est ici, où on a beaucoup de problèmes. Et il va y avoir aussi la peinture de la section des toilettes qui va être effectuée. Concernant l'église et en centre multifonctionnel, il y a un ajout d'un budget pour l'Internet et ajustement du montant de salaire pour le ménage, considérant qu'on l'utilise maintenant depuis l'automne, ce qui fait un budget supplémentaire de 826 $, donc 1,3 %. Concernant le centre ESU,
Ajustement de la répartition du salaire, achat d'un nouveau défibrillateur, ce qui augmente le budget de 5 994, soit une augmentation de 1,49 %. Concernant les parcs et terrains de jeu, paiement 4 sur 5 concernant le gymnase Saint-Marc, paiement 3 sur 5 en lien avec les travaux d'amélioration du chemin du lac Carillon, ajustement de la répartition du salaire, 10 000 pour l'entretien et parc, plus l'animatrice du camp de jour à 5 000 $. Panneaux, parc des générations, 3 000 $. Ajout d'un budget de la forêt nourricière de 9 000 qui était avant dans la section de développement, ce qui fait une augmentation de 29 335 $, soit 36,40 % pour les parcs et terrains de jeu. Concernant le ski de fond, la nouvelle prise en charge par la municipalité par rapport à l'organisme Les Sapins Verts, selon le budget du comité bénévole, on a une augmentation du budget de 2 500 $, soit 97,66 $. Donc, on double un peu le budget par rapport au ski de fond. Ce qui concerne les expositions et foires, aucun changement du budget par rapport à Saint-Hubert-en-Fête et tout ça, c'est 20 250 $. Pour connaître les activités 2026, visitez la page Facebook concernée ou le guide des loisirs disponible en tout temps via le site Internet de la municipalité. Du côté culturel, on a un budget de 49 619. Cette section comprend les dépenses de fonctionnement pour la salle paroissiale et la bibliothèque. L'augmentation du budget est causée par l'achat d'un ordinateur de 1 500 $ et demande de 1 100 $ supplémentaires pour l'achat de livres. L'augmentation réelle de ce département est de 3 554, soit 7,72 %. Côté financement, 2025, 685 028 $ versus 2026, 856 020, donc un écart de 170 992 $. Les règlements d'emprunt. Nous avons le garage municipal et le chemin du Lac-Blanc qui va prendre fin en 2026. Règlement d'emprunt de la rue Saint-Philippe-Saint-Paul qui prendra fin en 2041. Le rang Saint-Georges-Saint-Paul-Sud, lui, va se terminer en 2032. Nous avons le rang Saint-Denis-Saint-Joseph qui prend fin en 2033. La route Bureau qui va prendre fin en 2028. La toiture de l'hôtel de ville et tous les autres 2045. Réservoir d'eau potable pour 2055. Les règlements d'emprunt à venir. Donc, à venir, il y a la caserne d'incendie, financement qui a été fait qui sera fait en 2026. Programme de financement ISA 2025 et financement 2026, année par année. Caractérisation ISA, financement en 2027. L'Église, financement dû probablement en 2027 au lieu de 26, puisque cette année, ce sera le début des travaux. Et le boulevard Chabot, 2028. Il y a également aussi une partie probablement qui va avoir, on va faire du développement domiciliaire et autres secteurs. Donc, on a créé une politique afin de faciliter le développement des projets à venir. Un programme triennal d'immobilisation, 2026, 27, 28, ce qu'on appelle souvent un PTI. Je tiens à reprendre encore, dire un peu, expliquer c'est quoi. C'est quoi un programme triennal d'immobilisation? C'est un outil de planification des investissements en fonction des priorités de développement et des ressources financières disponibles. Son adoption est obligatoire chaque année et confirme les intentions du Conseil quant au projet qu'il souhaite réaliser. Il ne représente pas une garantie de réalisation. Par exemple, certains projets qui figurent au PTI le sont sous conditions: approbation gouvernementale, confirmation de subvention, tenue d'un registre des personnes habiles à voter, etc. C'est quoi une infrastructure et une immobilisation? Donc, une infrastructure, ça désigne un large ensemble d'équipements municipaux comme les routes, les eaux et systèmes de distribution et traitement des eaux, les hôtels de ville, les bibliothèques, etc. Une immobilisation correspond aux biens destinés à servir de façon durable pour l'activité de la municipalité. La dépense est répartie sur la durée de vie de l'immobilisation. Donc, si on va pour les PTI, on regarde, mettons, qu'est-ce qui avait été mis pour 2026. Donc, côté administration, hôtel de ville, toiture, phase 2 et 3. Petite description, c'est la restauration sur la partie mansardée de la toiture ainsi que les balcons décrits comme étant de la phase 2 et 3 de sa réfection, ou le coût du contrat de 227 765.
une subvention de 97 113,43 programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et un financement à venir du règlement 269 pour la balance. Aménagement et réception de l'hôtel de ville, donc aménagement au goût du jour, la réception de l'hôtel de ville, peinture, porte intérieure, aménagement global, surtout la section à l'entrée, un coût estimé de 15 000 $. Le financement sera au budget de fonctionnement. Aménagement d'une garderie en milieu familial, ça c'est dans dans la salle de conseil en bas. Changement de plancher dans la section, salle de bain et changement de mobilier lavabo. Coût estimé environ 5 000 $. Donc, c'est le projet garderie kangourou, privé et public. Mario, pour la partie loisirs et culture. Loisirs et culture. Oui, ça ira mieux de même. Hein? Équipement de loisirs, 30 000 $. Équipement supplémentaire pour le gym, but de soccer, tondeuse électrique, aménagement extérieur du centre ESU, financement, budget de fonctionnement. Maison des jeunes, 50 000 $. Création d'un endroit pour les jeunes, parc des générations, dossier à l'étude. Financement, subvention à trouver, 20 000 puis fonds non affectés de 30 000 Il y a l'aménagement des parcs aussi, 120 000 $. Création d'un sentier pédestre et d'une piste d'hébertisme dans le parc derrière l'hôtel de ville et dans le parc des générations. Financement, subvention à trouver, 100 000 $. Budget de fonctionnement, 20 000 $. Et achat de machinerie, 200 000 $. Achat d'une Zamboni, considérant de la hausse des coûts de location, appel d'offres à venir en février. Financement, fonds de roulement, 200 000 $. Puis amélioration du centre ESI, 108 000 $. Ajout d'un système électronique pour la gestion des portes, changement du compresseur, atténuant du bruit dans la salle et à l'extérieur du centre ESU. Financement, 100% financé par la TEC. Concernant la transformation de l'église en salle multifonctionnelle. Donc, c'est un projet, je le rappelle, qui a débuté en 2018. Ça fait déjà 8 ans. On espère pouvoir en voir le jour. Description sommaire du projet. Donc, c'est l'aménagement et la mise aux normes de la bibliothèque. Donc, là-dedans, c'est sûr, il y a la ventilation, l'électricité, le chauffage. Il va y avoir transfert des organismes municipaux, donc les fermières. Donc, toutes les activités qui se passent à la salle paroissiale, les fermières, la FADOC. Mais les fermières vont plutôt être au niveau de la sacristie à l'arrière. Il va y avoir la bibliothèque, naturellement, au 2e étage. Il va y avoir aussi, comme organisme communautaire, le cochonnet. Il va y avoir la création d'une salle de réception et d'une cuisinette. Le coût total des travaux estimés reste encore à 5 millions. Naturellement, on n'a pas été encore en appel d'offres. Je vais vous parler pour les prochaines étapes un peu plus loin. Le coût des travaux estimés pour 2026, on dit 3,5 millions. Je ne crois pas. Ça, je pense qu'il va peut-être avoir un report d'une année par rapport à ça. Le financement, c'est les mêmes aides financières qu'on avait. Donc, l'aide financière au PRACIM, donc c'est le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Culture, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui nous a déjà versé ou annoncé la subvention. Le ministère de la Culture, c'est la même chose. La subvention est déjà annoncée. Desjardins, c'est environ 50 000 $. La MRC de Portneuf était de 20 000 La Fabrique, c'était 25 000 Là, je vous dis ça de mémoire. Et il va y avoir un règlement d'emprunt, le numéro 270, et il va y avoir levée de fonds. Et on a déjà eu un comité de financement qui avait été créé il y a peut-être 3 ou 4 ans. Il nous reste à recontacter les gens qui s'étaient offerts à participer à ce comité de financement-là. Donc, ça va être dans les prochains mois. Fait que c'est à venir. Les prochaines étapes, l'appel d'offres qui devrait être en début février, la création du comité de financement, comme je viens de vous parler, en mars, l'octroi du contrat qui va être à la mi-avril, le début des travaux prévu mi-mai, début juin, durée des travaux, ce qu'il nous disait, c'était environ 12 mois. Donc, PTI, côté de la voirie 2026. Réfection du chemin du lac Fin, côté gauche. Arpentage, creusage de fossé, élargissement de la chaussée carrossable,
et de boisement au besoin. Coût du contrat estimé de 50 000, une subvention environ de 20 000, financement règlement 274 plus budget de fonctionnement. Amélioration du réseau de l'aqueduc au parc Prévert. Amélioration de la qualité de l'eau, ajout de purge et possiblement un bouclage de réseau et ou d'un gainage. Le coût du contrat estimé de 75 000 et la subvention sera de 100 pris dans la TEC. Amélioration des réseaux au secteur des rues des Érables. Amélioration du réseau d'égouts, du pluvial et augmentation de la diminution de la conduite d'aqueduc. Coût estimé de 200 000 et lui aussi sera subventionné à 100 par la TEC. Et en même temps, mais tant qu'à passer là et faire ça, il y a un développement qui s'en vient dans ce coin-là aussi, fait que ça va aider pour le secteur. Réfection du chemin du Lac-Blanc reportée en 2027, puisque la demande que nous avions demandée au PAVL sur le projet, estimé de 3 500 000, nous avons eu la lettre de refus la semaine dernière. Donc, on va refaire la demande à l'automne. Pour l'hygiène du milieu, réfection du boulevard Chabot. Donc, la reconstruction de la chaussée et le remplacement des conduites d'égouts pluviaux, sanitaires et d'aqueduc du boulevard Chabot et du rang Saint-Achille, route 363, sur une distance d'environ 2,9 km. Vous savez que les coûts total, ça est sorti par appel d'offres de 15 493 389,18. L'entrepreneur Construction Pavage Portneuf. Les coûts des travaux estimés pour Saint-Ubalde, 6 250 000. L'estimation des coûts pour 2026, c'est la moitié, 3 050 environ. 3 millions. Subvention, on est avec le Primo à 4 700 000. Et le reste, c'est un règlement d'emprunt. Donc, prochaine étape, c'est la présentation du projet à la population mars 2026. Communication citoyenne concernant la connexion de leur pluviale et la date prévue des travaux. 11 mai, mais présentement, j'ai eu la semaine passée qui veulent débuter plus tôt. On fait une demande au MTQ. Ils aimeraient commencer en avril pour faire, au lieu de faire 50 du projet, ils voudraient faire 75 du projet cette année parce qu'ils ne voudraient pas que les citoyens soient 2 ans. On ne le dira pas le mot, là, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, ils veulent faire le projet plus rapidement, mais ça, c'est une demande qui est acheminée au MTQ. On attend les réponses. Mais on devrait avoir une première rencontre de chantier en février. Pour le plan triennal d'immobilisation. Bon, 2027, là, dans le fond, on a pour 6 250 000. Hôtel de ville, phase 4, fenêtres et portes du rez-de-chaussée, nouveau véhicule incendie, un préau, création d'haltes paysage, transformation de l'église l'année 2, démolition de la salle paroissiale, achat d'équipements de voirie, boulevard Chabot, l'an 2, signalisation secteur des lacs, phase 1, amélioration de la sécurité dans les périmètres urbains et l'amélioration des infrastructures routières. Donc, nous pensons aller chercher pour 4 567 500 en subvention dans certains programmes. Pour 2028, on aurait pour 975 000, donc l'hôtel de ville, phase 5, aménagement intérieur du 2e étage, signalisation secteur lac, phase 2, amélioration des infrastructures routières, l'achat d'équipements incendie, amélioration des parcs et terrains de jeu et l'amélioration du centre ESU. Et nous irions 537 500 en subvention à aller chercher. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'année 2025, ce fut une année occupée par l'ensemble des services, mais une année qui a fait avancer les choses. Je tiens à remercier encore une fois les employés, nos précieux bénévoles, les organismes communautaires qui font en sorte que Saint-Ubalde est plus que vivant. Au niveau financier, selon l'audit préliminaire qui a été effectué en novembre dernier, nous terminerons l'année 2025 avec un surplus de 70 000 $. Et ce, sans avoir reçu en date d'aujourd'hui, l'aide financière du sinistre du 9 août 2024. Nous en saurons plus lors de la séance extraordinaire en lien avec l'adoption du rapport financier 2025, qui aura lieu en mars ou avril prochain. Un avis public sera publié à cet effet. Pour 2026, malgré la hausse du budget de 4,56 %, les comptes de taxes se verront avoir une hausse moyenne de 1,7 %, une ligne directrice que nous aimerions bien garder au courant des prochaines années. Plus de 73 % des dépenses sont incompressibles, qui fait référence aux dépenses qui ne peuvent être réduites, quelles que soient
l'état économique, tels que les salaires, hydro, téléphonie, le déneigement. Les augmentations majeures sont les suivantes. Hausse du budget de fonctionnement pour l'entretien des chemins, la hausse du financement à long terme, ajout du silo et de la caserne, la mise à jour des certains comptes de dépenses et revenus, la moyenne des dernières années, et 3 pour la hausse des salaires, selon la convention en vigueur. Ceci fait le tour de tous les points que nous avions ce matin. Donc, on serait rendu à une période de questions, si toutefois il y a des questions. Oui, la question qui tue. Je viens d'entendre parler en dernier que la salle paroissiale sera démolie. Mais comme dans ma tête, j'entends parler qu'il manque de salles quelque part, puis il manque de locaux. Ça serait peut-être plus facile de le rénover, non? Je vous laisse la parole. Comme vous avez pu constater, c'est un PTI. Un PTI, ça, c'est fait sur 3 ans. C'est une vision, sauf que s'il arrive quelque chose entre-temps, on peut changer cette chose-là. Justement, c'est le fun que vous en parliez, parce qu'on a eu une personne, un groupe, qui est venu nous rencontrer pour un projet. Puis probablement que ça ferait très bien ici. Fait qu'on est en train de le regarder. On pourrait peut-être convertir avec eux et faire quelque chose. Fait que oui, on est ouvert à toute proposition, mais on veut quand même le garder communautaire. On veut pas que ce soit... c'est important. Fait que c'est ce côté-là là, qu'on regarde. Donc, moi, j'ai une question. J'étais toujours très intéressé par les finances. Donc, ma question va toucher ce point-là, mais pas dans un contexte, puis je tiens à le préciser en partant, que je suis en désaccord avec le plan d'investissement que vous faites, avec toutes les choses qui sont à faire, puisque, effectivement, c'est une nécessité et c'est excellent. Donc, de mon côté, je n'ai aucun problème avec ça. Ma question était la suivante. On a quand même des investissements pour les 3 prochaines années sur le plan d'investissement sur 3 triennales d'à peu près 18 millions. On va avoir des subventions de 14 millions. Je fais des chiffrons, là. Donc, on va avoir un financement à aller chercher sur les 3 prochaines années de 4 millions de dollars. Comme vous avez si bien dit tantôt, la situation financière de la Ville est intéressante. On finit cette année avec un léger surplus. Mais vous comprenez qu'à chaque année, il y a l'indexation au coût de la vie de certaines dépenses. Vous avez 73 de votre budget et c'est des dépenses incompréhensibles. Donc, inévitablement, ils vont subir l'inflation à peu près à 2 à 3 J'aimerais savoir quel sera l'impact sur les hausses de taxes pour les 2-3 prochaines années, dans un contexte où on ajoute 4 millions de financement. Vous comprenez qu'on n'a pas de financement actuellement, on ajoute 4 millions, c'est certain que ça va avoir un impact. Premièrement, je ne sais pas si vous avez très bien compris ce que j'ai expliqué puis ce que j'ai lu sur c'était quoi un PTI. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être 4 millions dans les prochaines années. Nous allons y aller selon la capacité financière que l'on peut se permettre. Et s'il y a des projets que vous avez vus dans ça qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on n'a pas eu de subvention, ils ne se feront pas. Ça se peut que sur les 3 prochaines années, les projets qui équivaut, exemple, 4 millions, puis qu'on n'a pas eu les financements ou qu'on ne peut pas les faire, mais on va peut-être en réaliser seulement pour 800 000, 1,2 million, mais on va y aller selon la capacité. Vous avez vu, j'ai dit qu'on voulait aller avec une augmentation. On veut garder quand même à peu près 1,7 %. On va essayer de respecter ça, mais on ne sait pas l'avenir et qu'est-ce qui peut arriver. Mais on veut garder, comme on a toujours fait, une bonne gestion avec pas trop de dettes et tout. Donc, on va regarder ça va être quoi les projets, parce que le gouvernement coupe de plus en plus les subventions. Hein. Petit exemple comme ça, on l'a vu, là, on avait fait une demande pour le chemin du Lac-Blanc. Ça a été octroyé, on avait passé ça en 2024 auprès de la MRC. On s'est entendu les 18 maires pour chaque secteur qui avait hauteur de 80 %. Ils nous disent, vous pouvez faire la demande 2026-2027. On a fait la demande comme on pouvait faire en 2026 et ça a été refusé. Donc, pourquoi? L'enveloppe, il n'y a plus d'argent. C'est ce qu'ils nous ont répondu. Refaites votre demande pour 2027. Est-ce qu'on va l'avoir? On ne le sait pas, mais on ne les fait pas, les travaux. Là. On ne peut pas y aller de l'avant. On ne fera pas un emprunt de 3 500 000 puis vous mettre à la gorge tout le monde. Là. Non.
On va y aller selon les priorités et qu'est-ce qu'on peut faire avec les argents qu'on va avoir. Je comprends bien ça. Le sous-entendu dans ma question, là, c'est sur une perspective qu'on a des projets intéressants qui faut qu'ils se fassent de toute façon. Ça, c'est incontestable. Il faut qu'ils se fassent. Ils vont se décaler d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut qu'ils se fassent. Moi, ma préoccupation, c'est pas de vous entendre dire que les taxes vont être en bas de 2 pour les 3 ou 4 prochaines années. J'y crois pas. Ça me surprendrait énormément. Mais il y a une chose, par exemple. On sait qu'on a des ambitions importantes en termes d'améliorer la ville, etc. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas tout de suite pour dire, bien, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut aller chercher de nouvelles sources de revenus? Et ça, je ne l'entends pas et je ne le vois pas. De nouvelles sources de revenus, on voit, là, puis il m'a le dire tout de suite à quoi je pense, là, comme tel, puis il y en a bien d'autres, je ne suis pas un spécialiste, là, votre vocabulaire municipal, je commence à l'apprendre, tout simplement. Il y a des villes dans le secteur de Portneuf qui, vous me voyez venir, hein, parce que je vous ai posé la même question au conseil municipal de décembre. Il y a des villes dans la région de Portneuf qui ont commencé à avoir des tarifications différentes de taxes au niveau des commerces, etc., etc. Bon. Eh bien, c'est des choses à planifier de long terme. Ça prend un certain temps. Il y a des démarches administratives. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on pourrait envisager? Ça serait intéressant de voir que vous avez dans votre jeu un souci pour aller chercher des sources de revenus additionnels qui vont nous donner un coup de main pour réaliser nos ambitieux projets. Là. Oui, c'est certain qu'on a cet enjeu-là. Premièrement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'ai parlé de développement domiciliaire à 2-3 secteurs. Je ne les ai pas nommés, mais on les connaît. Ben oui. Ça va être une source de revenus, quand même une bonne source de revenus. Nous avons des entreprises qui nous approchent, des petits commerces, ces choses-là, qui voudraient peut-être venir ici. Il faut regarder les infrastructures, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est une autre source de revenus qui va nous donner plus de taxes. Par la suite, oui, vous voulez parler de taxes variables. La taxation variable, on va l'étudier comme on fait à chaque 4 ans, voir si ça vaut vraiment la peine. On peut le changer seulement qu'une fois. Il faut faire une demande auprès de la MRC quand il y a le nouveau rôle. Le nouveau rôle ici va être en 2028. Donc, si on veut changer pour une taxation variable, il faut envoyer notre avis avant le nouveau rôle de 2028. Ensuite, on va pouvoir la mettre en fonction en 2028-29. Mais, avant d'aller là, il faut faire quand même une bonne étude, regarder tout ça. Est-ce qu'on veut mettre plus de pression sur nos industries, nos commerces, pour que nos citoyens payent moins puis qu'on perde peut-être du commercial ou de l'industriel? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Ça a toujours été comme ça qu'on l'a regardé. On va faire l'exercice, comme on l'a fait à chaque fois. On a un nouveau conseil, on commence. On va se faire un plan de match cette année sur les 5-10 prochaines années à venir, selon chaque personne, qu'est-ce qu'eux voient, qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'on a des nouvelles personnes autour de la table. Puis, par la suite, on va regarder vraiment pour le faire, si ça vaut la peine. Mais oui, c'est dans notre vision, on l'a regardé. Je sais que de plusieurs villes qui l'ont fait. J'ai même parlé avec M. Duplain à Saint-Raymond la semaine dernière là-dessus. On a discuté de taxes variables. Puis pour lui, c'est intéressant parce que, comme il me disait, j'ai tellement d'industriels qui s'en viennent s'implanter ici que ça vaut la peine. Mais pour toi, Guy, tu es en l'ouest, tu es loin de l'autoroute. Fais attention un petit peu parce que tu vas perdre peut-être des joueurs que tu as déjà en place. Ça passe proche. Je ne veux pas nommer la compagnie, mais c'est une compagnie qui a failli s'en aller du côté de la Mauricie, quand on a parlé un peu de ça il y a quelques années. J'ai eu une grosse discussion avec eux, là, parce qu'ils perdaient beaucoup de subventions, beaucoup de choses. Fait que les gens qui disent, OK, on diminue les taux de taxes résidentielles, mais si on n'a plus de commerce ou d'industriel, ou qu'on perd notre industriel à cause de quelques centaines, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne parle pas de faire baisser les taxes résidentielles en passant. Bien, c'est parce qu'en faisant ça, oui, ça fait baisser les taxes résidentielles. Non, ça vous donnera des revenus supplémentaires. Moi, je le verrais comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que si à l'inverse, puis vous l'avez dit tantôt, les enjeux qu'il y a sur ce dossier-là, mais il y en a bien d'autres, il faut être capable d'attirer une population aussi à Saint-Hubert. Hein? Des gens qui vont se construire, on va avoir des terrains à vendre, là, puis il faut avoir un compte de taxes qui se veut concurrentiel aussi par rapport aux autres villes dans le secteur. Donc, inévitablement, il faut avoir aussi une approche, des fois, pour aller chercher des revenus qui est déjà utilisé dans d'autres villes, qui leur permettent de maintenir leur taux de taxation à un niveau satisfaisant. Là, ça arrête mes commentaires parce qu'on commence à jaser trop pointu, là, ça n'intéressera pas personne. Non, mais vous avez quand même vu, vous avez remarqué que le pourquoi que les taxes de faux sceptiques ont baissé, c'est justement parce qu'on a joué sur la variation, on l'a monté côté industriel et commercial, ça a fait baisser
la vidange des fosses aussi de votre côté. Fait que, dites pas que ça ne fera pas baisser le résidentiel, on a l'impact automatique. C'est eux autres qui payent pour les citoyens. Mais est-ce qu'on veut vraiment faire payer encore plus nos industries et commerces pour nos citoyens? Il faut avoir un équilibre. Merci. Michel Bédard du Lac-Blanc, en fait. J'ai quelques questions. J'ai fait une analyse des taux de taxation 2026 par rapport à 2025. Puis je vois qu'il y a une augmentation de la foncière générale de 19 % puis incendie 22 %, alors qu'au niveau de la voirie, ça baisse de 24 %, malgré le fait que les dépenses de voirie augmentent. Donc, qu'est-ce qui explique ça, ce jeu de vases communicants? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des dépenses peut-être qui étaient dans des secteurs qui n'étaient pas dans les bons secteurs. Nous avons regardé tout l'ensemble comme il faut, puis on les a remis aux endroits. Comme, mettons, il y avait une partie des dépenses peut-être dans l'administration, mais qui allait plus en voirie. On les a remis vraiment regroupés à la bonne place. C'est pour ça que vous voyez peut-être une augmentation de 24 %, mettons, la voirie, je ne sais pas, là, puis un moins 19 % sur les loisirs. Moins 24 % la voirie. C'est ça. Alors que les dépenses de voirie augmentent. surtout de salaire. Tu sais, des fois, là, les personnes... la voirie va faire de l'entretien, des choses au loisir. Bon, ben, on combine, on met un certain montant, mais au final, c'était quoi le vrai montant? On avait engagé des personnes maintenant aussi au loisir qui font plus le travail manuel, qu'on n'a plus besoin d'envoyer nos personnes de voirie, fait qu'on a fait des ajustements. Et avec les matériaux et ces choses-là. En tout cas, quand on fait un calcul, là, c'est ce qui fait la baisse, là, ou la hausse. Est-ce qu'il y a un montant concernant la tempête débit en 2024 qui a joué là-dedans pour diminuer de 24 % Non, parce que la tempête débit, la c'est annuel par annuel. Fait que, tu sais, on n'a pas eu... Là, on est encore en attente de la subvention, ben, de l'argent, dans le fond, que des dépenses qu'on a fait, que le gouvernement va nous donner, la sécurité civile. Mais non, ça ne vient pas jouer dans ça. Là, parce que vous allez... On le voit, oui, c'est reporté. Il y a une année, peut-être, on va faire un déficit. L'année d'après, on va faire un gros surplus, mais c'est parce que l'argent du 200 000 à venir, mettons, il est rentré dans l'année. Mais année par année calculé. Juste à venir au mois de mars là, ou avril, quand la comptable elle va montrer les chiffres, là, puis vous allez le comprendre, vous allez pouvoir poser des questions, puis elle va pouvoir vous répondre aussi. OK, concernant ça. Puis là, on parlait tantôt de 4 millions dans le programme triennal. Ça, c'est net, j'imagine? Net coût pour la municipalité, le 4 millions du programme triennal? Oui, bien ça, c'est surtout, mettons, on a pour, mettons, 30 millions de projets versus la subvention qu'on va chercher de 26 millions, mais c'est toujours avec les taxes qu'on prenait et tout, là. Ah, OK. Sauf que dans la présentation, tantôt, vous avez parlé, juste pour le boulevard Chabot, coût pour la municipalité de 6 millions et quart. C'est plus que 4 millions qui est... Non, là, vous mettez... Bien, 6 millions et quart, est-ce que c'est avant les subventions ou après? Donc, on avait ça tantôt. Avant, parce que sur le 15 points quelques millions, nous, notre part est de 6 millions 500 000. Ensuite, c'est marqué par après qu'on a pour 4 700 000 de subventions. Faites la différence, ça fait 1,8 million en emprunt pour le boulevard. Qu'on doit l'interpréter. Exactement. D'accord. Ouais. Bon, j'avais aussi une question pour les fosses septiques. Oui. Je pense que vous avez mentionné 178 que les résidents auraient reçu leur rapport sur 198 pour au cette total. année? Pour cette ouais, oui, ben, il reste une vingtaine, il manque une vingtaine de rapports qui n'est pas rentré. C'est pour ça qu'on a mis 178 rapports qu'on a actuellement sur 195 environ. Là. OK, mais les gens ne les ont pas reçus. C'est ça. C'est la municipalité qui les a reçus. Non, on attend après expertise MP qui nous les envoie. Ensuite, on va pouvoir les partager. Mais présentement, on a eu 178 caractérisations sur 195 qui sont rentrées à la municipalité. OK. Quand est-ce que les résidents vont les recevoir à ce moment-là? Dès qu'on va recevoir d'expertise, on va pouvoir les envoyer. Dans les prochaines semaines, probablement, ça va être assez rapide. Là. On attend après expertise MP. OK, il faut encore être patient à ce niveau-là. Il y avait aussi, au niveau des containers à déchets, dans les présentations, vos collègues ont mentionné, d'appeler le numéro d'urgence voirie quand ça déborde. Serait-il possible de l'afficher sur les containers, ce numéro d'urgence voirie-là?
Oui. Donc, quand ça arrive, les gens, ils verraient le numéro, c'est ça? Oui. Ben, Bien gros. ça, il y a quelque chose qui s'en vient aussi. On a rencontré Martin à la régie régionale. Il y a de la sensibilisation qui s'en vient. Il va y avoir une rencontre avec tout le conseil et tous les présidents des lacs. Par la suite, ça va être, il va y avoir quelque chose qui va être diffusé aux membres, à tous les membres, par vos présidents. Puis, probablement un panneau aussi qu'on va mettre là, pour s'il arrive quelque chose du genre, en attendant de pouvoir monter le projet complet pour voir comment est-ce qu'on va réaliser la nouvelle, le nouvel emplacement pour que ça aille bien et qu'on n'ait plus de problème là, de vidange là, qui déborde. OK. J'avais une petite question concernant le ponceau juste avant l'embranchement du lac Carillon. Oui. Ça avait été discuté dans un des conseils municipaux en 2025. Ça fait partie de la réflexion de 3,5 millions qui nous a été refusé. Donc, il faut attendre de voir qu'est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on regarde un autre, si on est capable de le passer dans une autre subvention, le faire avant? Ça va être à regarder au printemps avec notre directeur des travaux. OK. Après ça... oui, le programme de nouveaux résidents, de crédit de taxe pour les nouveaux résidents. Oui. J'ai peut-être manqué un bout là, dans la présentation, mais pourriez-vous en reparler, nous dire en quoi ça consiste, puis ça donne combien de crédits pour les nouveaux résidents? Bien, les nouveaux résidents, c'est surtout, comment expliquer, on a mis pour le commercial, comme mettons un exemple, Micaterie, sont construits, ils ont eu le droit, mettons, ça dépend du montant, il y a plein de facteurs, là. Ça peut être 3 ans, 5 ans de crédit de taxe. Les logements, tu bâtis un jumelé versus un 6 ou un 12, c'est pas la même chose. Ça peut être 1 an, 3 ans, 5 ans de crédit de taxe, avec la valeur aussi de l'immeuble. Le nouveau parc qui s'en vient, le parc de développement, peut-être que s'il y a du jumelé ou du locatif, eux vont avoir le droit, mais les maisons neuves, par exemple, on n'a pas trouvé de programme encore pour les personnes, à moins que les taxes de secteur qu'on pourrait essayer de regarder pour faire quelque chose, là. Mais c'est un peu plus complexe quand on tombe dans l'unifamilial, là. En moins qu'on soit capable de trouver un terrain de regarder pour un programme pour les premiers acheteurs, premières maisons. On est là-dessus. Mais sinon, il n'y a rien d'autre, là. OK. Les modalités exactes sont encore à définir, je comprends bien. T'sais, on ne peut pas dire quelqu'un construit une unifamiliale, il va avoir un congé de taxe de 3 ans. C'est pas encore déterminé. Ça reste à déterminer. Est-ce que c'est ça? Le règlement, il est fait, là. OK. Bon, bien, concrètement, supposons quelqu'un qui se construit une unifamiliale, l'autre en deuxième rangée au Lac-Blanc, sur un terrain existant, il va-tu avoir un crédit de taxe, lui? Non, il y a moratoire, là. OK. Puis quelqu'un qui se construit une unifamiliale au village, dans le nouveau développement, Parc Prévert, par exemple, lui, va-tu en avoir un? Un crédit de taxe? C'est ça. C'est tout en périmètre urbain ou premier achat de maison et locatif. On ne peut pas dépasser le périmètre urbain. Périmètre urbain, c'est le noyau village et aux alentours. Puis après ça, quand on tombe d'un rang et lac, là, on n'est plus en périmètre urbain. Là. Puis la logique derrière ça... C'est la loi. On ne peut pas aller plus que ça. C'est selon la loi qui ont sorti, la loi 35 et la... Je ne me souviens plus laquelle. Là. En tout cas, on avait fait... Donc, c'est déterminé par le provincial. Exactement. Bonjour, Marie-France Delisle, je suis la présidente de la FADOC. Bien, moi, je veux féliciter le comité pour l'excellent travail que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est toutes les municipalités qui prennent le temps de faire un déjeuner du maire pour expliquer ce qu'il y a eu puis ce qu'il va y avoir, mais en tout cas, moi, je tiens à vous féliciter. Puis je veux vous remercier aussi pour tout ce que vous faites pour les organismes à but non lucratif. Ça, c'est très apprécié. Par exemple, l'emprunt de la salle, les photocopies, tout ça. Je tiens à vous remercier. Et c'est sûr, vous devez avoir plus de critiques peut-être que de félicitations, mais moi, je vous félicite. Et pour la porte ici à côté, là, ça va être correct que vous régliez le problème parce qu'elle n'est pas barrée souvent. Puis là, on sait qu'ici, il peut y avoir du vandalisme, il peut y avoir des vols. On a des caisses de son quand même
dispendieuse. Alors, merci de vous occuper de ça, régler le problème. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, bonjour, Bonjour. Francine Gawette. Moi, j'ai une question bien peut-être niaiseuse. Il n'y a aucune il va y question. avoir une niaiseuse. garderie qui va s'ouvrir. Oui. Puis là, moi, suite avec ce qui s'est passé avec le CPE, je me posais la question, pourquoi une deuxième garderie? Puis c'est-tu vrai que ça va être seulement pour un commerce? OK. Non, je vais vous répondre. Présentement, avec la CPE, oui, on a eu des petits problèmes. C'était plutôt à l'interne là, avec personnel et ces choses-là. C'était compliqué un peu, là. Mais c'est en train de se régler. Ça a été très bien pris en charge rapidement. On a trouvé des nouvelles éducatrices. On est en regard avec un autre CPE, peut-être pour une fusion. En tout cas, il y a plein de choses peut-être qui peuvent s'en venir. On regarde plein de projets. Puis on sait qu'il y a au moins 25 enfants qui sont en attente dans ce CPE-là. Par la suite, autre volet, on a une demande aussi, mais ça, la demande a été faite d'un partenaire privé. Parce qu'on peut faire du privé et public avec la CPE Kangourou. Kangourou, ça vient de Pont-Rouge. Puis, il s'instaure un peu partout. Là, il y en a eu à Saint-Raymond, Neuville, Saint-Casimir, ils se mettent partout. Donc, Dolbec nous a approchés, ils ont dit, nous, avec nos employés, on a besoin, des fois, tu sais, ils n'ont plus de garderie, il n'y a plus de place, tu sais, Saint-Casimir, Saint-Marc, c'est plein. Est-ce qu'on peut ouvrir une CPE Kangourou à Saint-Ubalde? En attendant que, on va se dire les vraies choses, eux autres, ils voudraient se faire un peu comme Pavage Portneuf à Saint-Marc, que dans quelques années, ils vont se bâtir ils vont faire les bureaux, ces choses-là, puis ils voudraient avoir une garderie pour eux-mêmes, pour leurs employés. Donc, on a dit, bien, on va le regarder. Premièrement, ça a été, on veut que ce soit pour nos employés, que leur enfant à 100 %. Nous, on a dit, bien, c'est dans nos bureaux, on est prêt à faire un investissement, les mettre dans notre salle, mais on va faire un vrai partenariat. Là. Ce ne sera pas 100 % juste pour les gens de Dolbec, mais on va aussi la communauté de Saint-Ubalde, parce qu'on a besoin, on sait qu'il y en a une vingtaine qui attendent. Donc, ils nous ont dit oui, puis c'est pour ça qu'on va de l'avant. Puis il va y avoir un genre 50-50 ou 60-40, là. Mais je me souviens plus comment ça a fini les discussions avec Julie. Mais on va avoir, oui, une nouvelle CPE Kangourou, mix privé-public, qui va nous aider à pouvoir avoir plus de place pour nos enfants qui s'en viennent ici. Parce que la municipalité, elle, c'est quoi les coûts qui défraient? 5 000 dans le fond, c'est on refait les planchers, puis un lavabo. Par la suite, on leur loue un local, je ne me souviens plus des chiffres, là, peut-être 1 000 par mois qu'on leur loue, fait qu'on va se récupérer rapidement. Puis on va quand même faire une location de salle à CPE pour Dolbec, mais on va faire des revenus dans le fond. C'est ça. Ça ne sera pas seulement pour une compagnie, ça va être ouvert. OK. Ça va être ouvert à toutes les autres, n'importe quelle compagnie, mettons, ou privée. C'est la première fois que j'entends ça, que ça va être ouvert au restant de la population. Oui, ça va être ouvert au restant de la population. C'était le pourquoi qu'on a étiré un petit peu avant de le partir, parce que c'est ce qu'on voulait. Vu que c'était dans nos locaux, on ne voulait pas que ce soit seulement pour le privé. Oui, parce que moi, je trouvais ça comme bizarre. Oui. Il manque de local, puis vous ouvrez ça pour une garderie. C'est pour ça. Là, je trouvais ça bizarre. Oui, c'est pour ça que là, on s'est entendu pour que ce soit gagnant-gagnant, autant privé que public. OK. Puis prioritaire à nos employés à l'interne, à nous, parce qu'on a des employés que Tamara, Joanie, ces choses-là, mais ils vont être prioritaires aussi pour qu'on puisse les garder, parce que sinon, on peut perdre... C'est compliqué, la gestion de personnel, maintenant, dans les RH. Là, c'est plus comme c'était, mais il faut trouver des nouvelles formules. Non, c'est ça, en milieu familial, comme on rouvre là, on n'est pas obligé d'avoir la formation obligatoire qui dure 3 ans d'une vraie éducatrice spécialisée. Là, fait qu'on peut avoir... c'est un peu comme une garderie anciennement là, à la maison. Fait que ça nous aide aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça fait quand même une belle petite tournée ce matin de ce qui s'est passé en 2025 et ce qui peut venir dans les prochaines années.
Donc, oui, s'il y a des gens qui ont des suggestions ou commentaires ou quoi que ce soit, ne gênez-vous pas à écrire à info@saintubal.com. On va les regarder, puis ça peut nous aider aussi à des réflexions des fois qu'on ne pense pas ou c'est très, très bien. Puis lors de la prochaine séance publique, la période de questions sera seulement période de questions. Je ne veux plus de commentaires ou suggestions quand vous allez venir à l'avant. Ça va être questions et sous-questions. Et on termine là, sinon on ne répondra pas à vos choses. Donc, c'est pour ça que info@saintubal.com est en place. Envoyez vos suggestions, commentaires, ça nous fera plaisir de vous répondre. Sur ça, s'il n'y a pas autre chose, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée.